Bonjour et merci d'être avec nous dans ce tout nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. Comment vous pensez l'avenir de l'Afrique? L'avenir de l'Afrique repose sur sa jeunesse. On a coutume de l'entendre lors des rencontres des dirigeants sur les problématiques de l'emploi et de la jeunesse en Afrique. Mais 60 ans après les indépendances africaines, l'éducation reste un enjeu majeur dans le processus d'émancipation de la jeunesse sur le continent. Construction d'universités, nouvelles formations, échanges internationaux. Quel bilan et quel avenir pour l'enseignement supérieur en Afrique? Dr Oussou Kwame, enseignant-chercheur, est avec nous pour nous partager ses contributions. Merci beaucoup. Avec vous ici en studio, Dr Samuel Maté, économiste. Merci d'être encore avec nous. Merci Stéphane, merci aux téléspectateurs, aux auditeurs. Alors, on parle beaucoup de la jeunesse, mais en parlant de la jeunesse, on parle de l'avenir de l'Afrique. Cette jeunesse doit pouvoir répondre aux enjeux, aux défis de l'Afrique de demain. Quand vous regardez un peu les formations, l'ensemble de la formation que notre jeunesse reçoit, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Afrique, la formation en Afrique répond à ces enjeux, à ces défis de demain? Merci beaucoup de me donner la parole. Je pense que cette problématique est tellement importante et intéressante à la fois, mais malheureusement, c'est beaucoup négligé, même si on fait beaucoup de bruit autour. Je dis négligé parce que là, on parle en termes d'arbitrage budgétaire, en termes de politique, d'initiative, de stratégie effective et réelle. Donc, je pense que c'est important qu'on en parle. Alors, je dirais que la production même de savoir, l'acquisition de connaissances est tellement important pour le développement que, en fait, ça devait être le secteur la priorité des priorités, en fait. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes et même tout ce que nous poursuivons, je pense que c'est à travers la connaissance, à travers la formation, à travers l'éducation que nous pouvons l'obtenir. Aujourd'hui, tout le monde regarde en haut, on regarde les Blancs, ah non, ils sont développés, mais c'est parce qu'ils ont mis cette politique au cœur. Je veux dire, ils ont mis l'éducation au cœur de toute leur politique, autour de leurs pensées, autour de leurs, au cœur de tous leurs efforts, en fait. Donc, je pense que rien n'est perdu, même si on a l'impression que c'est totalement mauvais. Je pense que mieux vaut tard que jamais. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on arrive à mieux former ces jeunes. Parce que quand on parle des formations, ce n'est pas parce qu'on ne les forme pas, mais on ne les forme pas comme il faut. C'est ça la différence, en fait. Sinon, nous avons des filières ici, nous avons des universités, nous avons des facultés. Aujourd'hui, depuis 2012, on applique le LMD. Nous allons au CAMES et tout, mais est-ce que c'est ce type de formation qu'on doit donner à nos jeunes? Telle est la question. Alors, je pense que si on doit intervenir, c'est autour de ça. Mais justement, est-ce que la formation en Afrique n'est pas beaucoup plus théorique que pratique? On voit beaucoup de jeunes sortis avec des BTS, des licences, mais quand ils sont confrontés au monde de l'emploi, il y a ce décalage pratique. Écoutez Stéphane, c'est ce que nous appelons en sciences de l'éducation ou sur le développement de l'économie de l'éducation, c'est ce que nous appelons l'inadéquation entre la formation et l'emploi. C'est-à-dire que l'emploi qui est du domaine des entreprises, et la formation qui est du domaine du système éducatif. Et la question ici, c'est que les deux doivent aller ensemble. C'est-à-dire que ce que les entreprises recherchent comme compétences doit être ce qui est enseigné dans les écoles, dans les universités, etc. Et quand ce n'est pas la même chose, on parle d'inadéquation entre la formation et l'emploi. C'est ce qui se passe en Afrique. C'est le grand problème en Afrique. Et il faudrait dire que le problème a plusieurs causes, au fait. Le problème a plusieurs causes. Du fait, je vais en citer trois. Une des premières causes, c'est au niveau de la conception des programmes. C'est de se dire qui sont ceux qui conçoivent les programmes. Est-ce que vous voyez? Et généralement, on se rend compte ici que souvent dans la conception des programmes, les utilisateurs du programme ne sont pas impliqués. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, c'est absurde. Oui, c'est absurde, mais c'est ce qui se passe. Donc, les utilisateurs du programme, qui sont le secteur privé, qui sont les entreprises, ne sont pas impliqués dans la conception des programmes. Est-ce que vous voyez? Et heureusement que
les gouvernements africains commencent à reconnaître cela. L'État de Côte d'Ivoire, depuis 2015, a lancé la réforme de BTS. Et on a plus d'une trentaine de filières de BTS et on a vu que ça ne correspondait pas, le programme ne correspondait pas à ce que les entreprises demandaient comme compétences à acquérir avant d'arriver. Donc, il y a ce problème, premièrement, sur la conception. Le deuxième élément, après, qui se passe, c'est sur la qualité de l'enseignement et des plateaux techniques. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que parfois, le programme est bien conçu, il y a les éléments qu'il faut, mais au niveau de déployer le programme, de l'enseigner aux étudiants, on n'a pas les professeurs qualifiés, on n'a pas ce qu'on appelle les plateaux techniques. C'est-à-dire que des étudiants qui sont supposés faire de la robotique n'ont pas de robots dans les laboratoires pour se faire la pratique dessus. Ils n'ont rien. Le professeur vient, il prend une craie, il dessine un robot et il leur explique ce que c'est. Et ça ne la fait pas. Ils vont sortir, ils n'ont jamais touché un robot. Donc, et ensuite, c'est ce problème de ressources, ok, au niveau du déploiement des programmes. Et ensuite, ce qu'il faudrait noter également, c'est que il y a cette absence de ce qu'on a appelé les soft skills. C'est-à-dire que si vous allez dans certains pays comme le Canada, par exemple, il y a des troncs communs que tous les étudiants font sur des compétences de base à avoir par toutes les filières, par exemple. Moi, par exemple, j'ai mes enfants au Canada et il y a une année qui passe. Ma fille qui a à peine 13 ans essaie d'utiliser Excel, essaie de faire des tableaux sur Excel, etc. Ce que moi j'ai appris quand j'étais à l'université. À 13 ans, elle sait déjà faire ces choses. Elle sait même faire, on leur apprend comment utiliser PowerPoint pour faire une présentation, etc. Qui sont des choses que nous on va apprendre, peut-être même pas à l'université, dans l'entreprise. C'est là que tu l'apprends, est-ce que tu vois. Donc, ça manque dans notre système, ces soft skills de base fondamentales, puisqu'on te dit l'éducation au complet, c'est le savoir-être et le savoir-faire. Et même le savoir-agir aussi. Donc voilà un peu ce que je peux partager. Alors justement, en parlant d'Excel, PowerPoint, tout à l'heure, il y a quelqu'un lors d'une conférence qui revenait, qui disait aujourd'hui, à ce 21e siècle, l'analphabète, ce n'est plus celui qui ne sait ni lire ni écrire, mais c'est celui qui ne sait même pas utiliser l'outil informatique. Oui. Donc on voit que le monde tend un peu vers les nouvelles technologies. Oui. Est-ce là que nos gouvernants doivent orienter les formations? Merci beaucoup. Je pense que la question est intéressante. Dernièrement, je crois il y a 2 ou 3 jours, j'ai regardé le journal de TF1 à 19h ici et je crois qu'il est ressorti d'une enquête qu'on dirait à une dizaine de pourcentage de Français qui ne savent même pas utiliser, comment on utilise l'email et tout. Donc, je me suis dit que ça m'a étonné un peu quand même que dans un pays comme la France, il y a une frange de cette population qui ne sache pas utiliser l'outil informatique. Mais bon, ça c'était juste pour l'anecdote. Mais pour revenir à la question, je dirais que aujourd'hui, tout se fait à l'ordinateur, tout se fait partout grâce à la technologie et tout. Donc, moi, je pense que déjà, ça devait constituer une compétence de base pour tous les étudiants. Je me rappelle qu'en 2014, je ne sais pas, 2014 ou un an avant, ou en 2015, il y a le ministre Niamien Kona, l'ex-ministre Niamien Kona, qui avait voulu introduire des réformes à l'université, disant qu'il fallait faire un tronc commun en anglais et en informatique. Ça veut dire que ça allait rallonger d'une année la licence qui devait se faire en 3 ans, qui allait se faire désormais en 4 ans. Mais il y a eu une levée des boucliers, pas possible, disant que non, c'est pas possible et tout. Or, justement, c'est cette ingénierie éducative qui avait marché quelque part au Maroc, c'est ce qu'ils voulaient appliquer ici. Mais malheureusement, la gouvernance à un haut niveau n'a pas compris cela. Aujourd'hui, il y a plein d'étudiants que nous avons à l'université Alassane Ouattara, mais même pour saisir un simple mémoire, c'est tout un problème. Vous êtes obligé de faire la mise en forme pour eux, vous asseoir pour dire non, ça là, il faut décaler ça ici pour aller. C'est, entre guillemets, c'est n'importe quoi en fait. Or, normalement, c'est des choses qu'ils sont supposés avoir déjà comme compétences. Hier, j'ai eu à faire une formation à l'université de Nangua Bourgois sur l'écriture des CV et des lettres de motivation, mais l'étudiant met dans son CV outil informatique, Word, Excel. Outil Word, Excel, c'est déjà dépassé. Quelque chose
vous pouvez pas dire, vous pouvez pas être à l'université et dire non, je maîtrise. Déjà, c'est un acquis. On considère que c'est un acquis. Donc, ça va prendre juste de la place sur le CV. Donc, je leur ai dit, il faut enlever ça. Comme côté langue ou bien rubrique, là, dit non, je parle français. Mais tu as étudié en français. Ça, c'est une évidence. Pour dire que les choses doivent évoluer. Et cela aussi, c'est du ressort un peu des autorités. Parce que depuis l'avènement du LMD en 2012, on parle d'avoir Internet partout, mais à l'université d'Alassane Ouattara, par exemple, il n'y a pas d'Internet. C'est des données particulières, c'est des données privées que vous achetez, que vous utilisez. Ça veut dire que si c'est fini, c'est fini. Vous voyez? Donc, en même temps qu'on veut vouloir avoir le développement, il faut qu'on y mette les moyens aussi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a combien d'universités publiques? 7 ou 8 maintenant. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable massification de ces institutions, en fait. Donc, ça fait que une classe peut-être qui devait accueillir peut-être une centaine d'étudiants se retrouve à 200, 300. Comment voulez-vous qu'on apprenne dans ces conditions? Justement, au niveau des infrastructures de ces établissements, on a quelques chiffres, par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire. On sait, par exemple, qu'au sorti des indépendances en 1970, au niveau de l'Afrique subsaharienne, oui, on comptait à peu près 400 000 étudiants sur toute cette surface. Oui. Et les statistiques de la Banque mondiale estiment qu'en 2030, ils seront à peu près 20 millions sur les bancs dans nos amphithéâtres, dans nos salles de classe. Est-ce que les politiques de nos États préparent déjà à l'arrivée de toutes ces personnes? Non. Ou bien... Non. Simplement. Non, ils ne préparent pas. Simplement. Pourquoi? Sur quoi vous vous basez pour le dire? On voit des universités en train d'être construites, on voit... Non, je ne dis pas qu'ils n'essaient pas, ils vont dire l'Afrique ils y pensent, partir, mais elle est quand même partie. Elle est partie non, comme le disait le docteur Kwame pour paraphraser. Non, mais au fait, le problème, c'est que c'est le rythme. Est-ce que vous voyez? Et comme je vous le disais, j'ai eu à participer, à diriger plusieurs études de développement de la Côte d'Ivoire et d'autres pays africains, et on a toujours souligné cela. Ça vous prend 35 ans pour former un professeur. 35 ans. Quelqu'un comme le docteur Kwame, aller au bac université, bac plus 7, faire sa thèse, etc. Pour arriver là où vous le voyez, avec toute l'expérience qu'il a, il faut en moins 35 ans. Oui. Et ces 35 ans, vous allez en former combien par rapport au taux de progression des étudiants? Vous allez dire. Donc, la solution que nous, on avait dit, heureusement, je remercie la Covid. On dit qu'il fallait, pour arriver à une massification et une adéquation entre le nombre d'enseignants ou le dispositif et l'évolution du nombre d'étudiants qui était à un taux parfois de 5 à 10, le taux d'enseignants. Est-ce que vous voyez? Il fallait donc penser à d'autres systèmes, à l'enseignement à distance, un peu comme la Covid a forcé à faire. Mais vous l'avez vu avec la Covid, on n'était pas préparé. Ça a été lancé, mais après, bon, on a vu que ça n'a pas marché, au fait. Donc, le problème ici, c'est que le problème demeure. Aujourd'hui, on ne devait pas parler de 7 universités ou 8 universités pour un pays comme la Côte d'Ivoire. On ne devait pas parler de ça. On devait parler de 50 universités par rapport à la demande aujourd'hui qu'il y a. C'est vrai qu'on s'est passé pour dire que bon, on va faire la promotion des écoles privées. Mais aujourd'hui, ces écoles privées ont des peines parce que c'est pas rentable. J'étais encore là, il y a 2 semaines dont je tais le nom pour des raisons évidentes, avec le président fondateur d'une école privée. Il me dit, Samuel, j'ai envie de jeter l'éponge parce que les parents d'élèves ne paient pas. On doit faire des investissements, on n'arrive pas à suivre. L'État nous doit plein d'argent par rapport aux subventions. Et ça va faire 5 ans, on n'a pas été payé. Je ne sais plus quoi faire. Donc on a ce système qui est là et on se dit, comment est-ce qu'on arrive à faire 20 millions, à enseigner 20 millions. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce n'est pas 20 millions. C'est peut-être 30 millions. Et tout à l'heure, je discutais avec un ami sur les premiers résultats qui ne sont pas encore officiels du recensement. Les prévisions parlaient de 25 millions en Côte d'Ivoire. Mais apparemment, les recensements, on est à 28 millions. Donc, vous voyez que ça galope. Et donc, peut-être ce n'est pas 20 millions, c'est 30 millions qu'on aura sur les bancs. Mais la question demeure, comment est-ce que l'État se prépare aujourd'hui à pouvoir gérer 20 millions d'étudiants?
Ils ne le font pas. Et surtout, non seulement gérer plus de 20 millions d'étudiants, mais assurer leur insertion. Parce Exactement. que c'est aussi un problème. Quelqu'un qu'on forme qui n'arrive pas à s'insérer, c'est encore plus un problème en fait. Il devient plus un problème qu'une solution pour toi. Ouais. Alors justement, quelqu'un qui n'arrive pas à s'insérer, récemment dans le cadre de la préparation de cette émission, on échangeait un peu parce que au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, il y a un problème au niveau de l'urbanisme, les logements qui sont construits, il y a au niveau de l'architecture, l'ingénierie et autres. Oui. Et il nous situait comme ça qu'il y a des écoles d'architecture qui sont en train de se développer en griffe, mais la formation que ces jeunes, ces personnes reçoivent maintenant, c'est pas évident que dans 5 ans, dans 10 ans, ces formations-là soient toujours de mise. On parle, en Europe déjà, on parle beaucoup des constructions à partir des 3D et autres. À quel moment est-ce qu'on intègre les 3D pour nos architectes? Parce que demain, c'est avec ça qu'ils vont travailler. Merci beaucoup de poser la question. Je pense que au-delà même de ce problème architectural et tout, ou bien qui concerne les étudiants en architecture, c'est toute la qualité de la formation même que nous déplorons ici, en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. J'ai lu quelque part que parmi les 500 universités classées dans le monde, aucune université africaine n'y figure. Et ça doit constituer un peu comme une sonnette d'alarme pour tous. Aujourd'hui, je me rends compte que même il y a des étudiants qui, pour être acceptés au Sénégal, on veut les rétrograder. Vous voyez, alors que avant les années 90, la Côte d'Ivoire était une référence en matière d'éducation, mais depuis 90, c'est la chute aux enfers en fait. Donc, c'est toute la qualité même de la formation partout qu'il faut revoir. Non seulement dans les écoles architecturales, mais même les étudiants qu'on forme aujourd'hui. Tout à l'heure, il a dit, la qualité même de ceux qui doivent former, du moins les compétences de ceux même qui doivent former aussi doivent être remises en cause. Aujourd'hui, on forme un professeur pendant ou bien il y en a même qui ne passent pas forcément par l'ENS, ou bien n'ont pas forcément le doctorat, ou même avec le doctorat, mais directement ils vont enseigner. C'est tout ça. C'est un problème pour tous. Alors, juste une question qui me revient, permettez-moi de vous couper, parce que justement dans le cadre du classement de ces universités, de ces grandes écoles, il y a quelqu'un qui essayait de faire un parallèle entre le niveau de développement d'un pays et le niveau, la qualité de la formation dans ces c'est-à-dire, plus tu es développé, plus on te met dans la liste. Non, c'est-à-dire plus le pays est développé, plus dans ce pays-là, on a les meilleures universités. Est-ce qu'il y a vous, quand vous analysez, il y a... Le lien est clair. Oui, l'université, et puis l'université est le moteur même de sa communauté. Là où l'université est, bon, tout à l'heure, il a dit comme ça que l'université, on forme théoriquement, sinon traditionnellement, l'université a été créée pour faire de la recherche. Et non pas pour former, pour insérer, ni former professionnellement. Mais petit à petit, même les Occidentaux, ils ont compris que l'université devait quitter cette sphère-là, sa tour d'ivoire comme on dit, et se jeter un peu dans la vie, ça veut dire analyser les demandes et les besoins des entrepreneurs, ou bien des entreprises, ou bien du secteur productif, parce que, in fine, en fin de compte, c'est ce secteur-là qui va employer ce que nous formons. Donc, je ne vous coupe pas la parole, mais juste pour ajouter du grain à votre moulin, c'est-à-dire que moi, quand j'étais parti aux États-Unis, une des choses qui m'a touché, je ne vais pas dire l'université, mais le budget du département économie, de la faculté d'économie de cette université faisait le double du budget du Togo. Un département, ça faisait le double du budget national du Togo. C'est pour vous montrer l'échelle des choses. Et pour terminer, avant de vous repasser la parole, il y a aujourd'hui sur le campus également, le campus des pays africains, une frange de professeurs qui bloquent l'avancement ou la production de docteurs. Donc tu vois par exemple des professeurs qui doivent produire des docteurs validés qui deviennent plutôt un bloc où ils prennent un plaisir malin, pervers à pouvoir éliminer le plus de docteurs et à produire. Ah, moi j'ai éliminé sur 100 qui voulaient faire le doctorat, j'en ai éliminé 95. Et ils sont contents avec ça. Et j'en ai produit 5, alors que
on doit en produire plus Oui. pour justement les 20 millions Oui. qui doivent avoir des enseignants. Oui. On a ce phénomène qui existe aujourd'hui dans les universités africaines. Mais est-ce qu'il faut produire pour produire? Peut-être Non, ces mais- 95 non, mais- ne sont pas à la hauteur. Oui, mais c'est du... Vous savez, quand il y a échec dans le système scolaire, les responsabilités sont partagées. Absolument. Est-ce que vous voyez? Les responsabilités sont partagées. On se dit, quelle est la part du professeur? Quelle est la part de l'élève? Donc, le prof, et c'est ce que moi je dis à mon fils, par exemple, mon fils, il est à l'université. Je dis, mais quand tu ne comprends pas un cours, va vers le professeur. Oui. Prends un rendez-vous. Oui. Parce que c'est dans son obligation de t'expliquer que tu comprennes. Oui. Jusqu'à ce que tu aies la meilleure note. Donc, quand tu ne réussis pas un examen, c'est dans le contrat du professeur que tu as le droit d'aller de le retrouver, de lui dire « explique-moi ». Bien justement, j'accepte un peu votre version des faits, mais on est un peu pris par le temps. Oui. J'aimerais demander, aujourd'hui, quand vous regardez la situation des pays africains, des enjeux à venir, Oui. est-ce qu'on doit toujours rester dans la formation classique académique ou plutôt s'orienter vers la formation professionnelle et technique pour permettre à Je la pense que France de vous avez déjà mis le doigt dessus. On a vu qu'on a formé jusqu'ici, on a formé de façon classique, ça n'a pas marché. Donc, il faut regarder un peu ailleurs comment ça se passe. Et aujourd'hui, ce qui marche le plus, c'est la formation professionnalisée. On parle des licences professionnelles. Et puis, ce n'est pas dans tous les secteurs non plus. Il y a des secteurs peut-être plus scientifiques où on peut avoir besoin de la main-d'œuvre tout de suite pour être opérationnel. Donc, le secteur de l'environnement, comment on appelle ça, la gestion des déchets. Parce que tout module de formation aussi doit regarder devant. Qu'est-ce qui vient? Il y a quel défi devant? Où on peut trouver des emplois possibles? Quel secteur peut être en demande? C'est toutes les études qu'il faut faire. On ne s'assoit pas comme ça pour créer un curriculum ou bien pour créer une matière. Non, parce que ça fait beau. Non, ça ne fait pas beau. Il faut être pragmatique. Quand on regarde, la dernière fois, moi, j'étais étonné de savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a un bureau pour la prospective. Je me demande ce qu'on fait. Parce que oui, parce que ce sont ces genres de choses qu'on doit mettre à la disposition des enseignants. Ah, vous avez créé peut-être tel curriculum, ça donne droit à quoi? Quelles sont les compétences que vous permettez à l'étudiant de développer avec votre cours? Parce qu'il faut que l'étudiant sache. Aujourd'hui, il y a plein d'étudiants, plein, quand vous discutez avec eux. Bon, j'ai un master en sociologie. Concrètement, tu peux m'apporter quoi? Il est bloqué. Alors justement, sur cette question, c'est pas pour rire, mais on échangeait dans le cadre d'échanges avec des jeunes qui s'apprêtent à intégrer des filières, comme on le dit, des séminaires d'orientation. Oui. Et on a vu certains qui ont donné leur expérience, qui veulent ou bien qui sont dans des filières pour devenir océanographes. Donc quand le jeune s'est levé pour parler, mais attends, dans un pays comme le Mali, tu viens du Mali, tu es océanographe. Est-ce que le pays d'où tu viens, là où tu veux exercer, il y a océan, ce genre de choses. Donc vraiment, vous parliez d'inadéquation dans les formations. Oui. Mais cette question, vraiment, je veux vous la poser. Au niveau de la formation, est-ce qu'il ne faille pas mettre un accent sur l'entrepreneuriat, la formation? Non, mais c'est clair, mais je vais rapidement faire un détour pour enchérir sur ce que mon collègue Dr Kwame disait. En fait, il y a eu une déconnexion entre la stratégie nationale du pays et la formation qui est faite. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que dans les pays qui se respectent, développés, ce sont des pays où on se dit, par exemple à Londres, nous allons nous spécialiser dans les finances, nous allons devenir la première place financière du monde. C'est ça la première chose. Et maintenant, quand cette décision est prise, on consulte maintenant les écoles et ceci. Quelles sont les écoles qu'on met en place? Quelles sont les priorités qu'on donne? Donc, dans le dispatching de ce qu'on va créer comme école, c'est à 80% des écoles financières, de trading, de bourse, de ceci. Et à partir de ça, ça suit logiquement le truc. Ce n'est pas une affaire de... Ceux qui réfléchissent à la prospective sont dans une autre salle. Les professeurs et ceux qui font les écoles vont créer des écoles d'océanographie, de ceci, etc. Et puis ceux qui font la prospective, eux, ils vont parler de place financière. Donc, en temps, les étudiants, ils sont au milieu, ils ne savent pas ce qui se passe. Et puis, il va faire de l'océanographie. Tu n'as même pas l'occasion de faire de l'océanographie. Parce que tu ne vas pas trouver d'école d'océanographie et de faculté. Parce que le pays a décidé d'être place financière. Donc, ça descend et ça dit, on n'a pas même de faculté d'océanographie. C'est le problème qu'on a ici, au fait. On prend des décisions stratégiques
dans une salle et les étudiants sont dans une autre salle et puis ceux qui vont créer les écoles sont dans une autre salle. Et c'est pour ça qu'on a une déconnexion. Après, ça devient une pagaille organisée. Je pense que le terme de déconnexion est très... À l'entrepreneuriat. À l'entrepreneuriat, nous, c'est l'entrepreneuriat ou rien. Oui. C'est démarrer avec zéro dette. Venez faire l'entrepreneuriat. Mais encore qu'on prépare les enfants aussi à ça. Parce que l'entrepreneuriat, c'est tout un processus. C'est des difficultés. Vous voyez, lorsque on va faire une demande d'emploi, on dit j'ai l'honneur, on refuse la demande. C'est une entreprise que la personne a créée, c'est des sacrifices que la personne a fait. Donc je crois que là-bas, c'est encore plus difficile, mais on peut réussir facilement par l'entrepreneuriat si l'individu est suffisamment préparé à ça, en fait. Voilà. Suffisamment préparé, cela veut dire... Les 5 premières années, il faut s'attacher la ceinture. Oui, il faut être très dur, il faut réfléchir beaucoup, il ne faut pas dormir, il faut trouver d'autres stratégies, il faut innover. Sinon, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui ont les petits échoppes, mais ce n'est pas des entrepreneurs en fait, parce que c'est quelque chose, une fois que ça sort, ils mettent dans leur bouche ou bien ils mettent dans leur poche. Normalement, l'entrepreneur, c'est la vision d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, où je me vois. C'est ce genre de questions-là qu'on doit se poser et surtout préparer l'individu à ça en fait. Merci encore, docteur Kwame Oussou. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur. Merci à vous, docteur Samuel Maté, économiste. Aujourd'hui, j'ai senti cette émotion. Parler de formation, cela vous tient vraiment à cœur. Et le débat se poursuit chez vous, chers téléspectateurs et chers auditeurs. Nous parlions de quelle formation pour permettre à l'Afrique de répondre à ces défis de demain. Merci encore et agréable suite au programme sur vos antennes.